Bonjour à tous. Bonjour. Déjà, on vous remercie d'être là avec nous. On tient aussi à remercier Michael d'Epic qui nous a donné cette opportunité de venir présenter ce slide ici, les organisateurs, et puis évidemment vous tous de suivre cette conf. Aujourd'hui, en fait, l'idée c'est de venir vous parler un petit peu de nos expériences passées avec Luc. Donc moi, pour me présenter, en fait, je dirige une société qui s'appelle Shine Group. Shine Group, à la base, c'est une société aujourd'hui qui a 13 ans, que j'ai créée en fait pour apporter des services techniques dans le domaine de l'industrie du jeu vidéo. De la R&D outsourcée, des services de portage, de l'audit technique. Après avoir passé, ça fait 25 ans que je fais des jeux, moi, donc après avoir passé 13 ans dans l'industrie, en fait, j'ai monté cette société-là. Donc je suis passé par Infogrames, Delphine Software. Et puis j'ai travaillé sur pas mal de jeux, en fait, depuis la PlayStation 1 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et puis donc, je suis là avec Luc aujourd'hui. Donc Luc, c'est un de mes anciens clients, en fait. Avec qui on travaille actuellement sur plein de nouvelles choses. Donc je vais te laisser. Ouais, bonjour à tous. Moi, effectivement, j'ai bossé pendant plus de 20 ans chez un gros éditeur français et à faire de la production, en fait, à gérer tout le département prod. Donc on a travaillé ensemble avec Sylvain sur pas mal de contraintes de portage, d'optimisation et beaucoup de projets différents. Et aujourd'hui, en fait, j'ai monté une société qui s'appelle The Inside Company, qui propose du service de publishing pour les studios ou pour les publishers ou ceux qui en ont besoin, qui couvre à la fois des besoins de prod, market, business, un petit peu tout ce qui n'a pas forcément chez les studios. Et récemment, en fait, on a lancé un label qui s'appelle Radical Theory, où on a annoncé un jeu en co-publishing avec Sylvain, avec Shine, qui sortira cet été, sur lequel on gère en fait toute la partie console, portage et publishing, avec jusqu'à la sortie finale sur toutes les plateformes. Alors c'est moi qui commence. Je commence par le premier point, en fait. L'idée de cette présentation, c'était un peu de couvrir un peu des conseils, partager des conseils en fait sur des questions qui se posent en fait quand on va porter son jeu sur console. Et on essaie de couvrir à la fois des sujets sur des sujets qui reposent sur de la production ou sur du business ou de la tech, essayer de couvrir un petit peu tout. Et puis ensuite, on pourra, à travers les questions et les réponses, approfondir certains sujets si vous le voulez en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Donc le premier point, il est assez basique, mais en fait, on voulait quand même le mettre là. C'est le support en fait à 100% du pad. Forcément, sur console, c'est le seul contrôleur qui est là, mais en fait, au-delà d'être jouable au pad, ce qu'on voulait dire, c'est que c'était important que le jeu en fait soit designé pour que les joueurs console en fait aient l'impression que le contrôle au pad soit le contrôle natif. Et au-delà en fait de jeux jouables à la manette, il y avait le côté en fait adaptation de UI et de UX pour faire en sorte que le jeu soit juste super agréable à jouer. Je voulais prendre deux exemples en fait là-dessus sur des projets, un sur lequel j'ai pu bosser avec l'Ariane en fait, qui était Divinity Original Sin 2, qu'ils ont sorti sur console, sur lequel ils ont fait un boulot en fait extraordinaire en fait pour vraiment itérer, polisher en fait les contrôles manettes pour que les versions console soient vraiment super super cool à jouer. Et le résultat est exceptionnel. Et l'autre jeu, c'est Desperados 3, qui a aussi fait un gros boulot sur un jeu qui n'est pas forcément fait pour être joué au pad, mais en fait la manière dont c'est fait et les allers-retours entre les menus sont juste bien conçus. Donc en fait, l'idée c'est de dire que c'est pas juste jouable au pad, mais qu'il faut dédier du temps en fait à rendre son expérience de jeu super agréable au pad pour que tous les joueurs puissent en profiter. Donc moi je vais vous faire alors il y a rien pas de stress, hein, il y a rien de officiel là-dedans, mais en fait j'ai fait un petit comparatif des puissances en fait des différentes plateformes et pour vous montrer que finalement si on parle de puissance CPU, de puissance GPU, on va considérer qu'aujourd'hui une PS5, une Xbox Series X, en fait, elles vont être à peu près au niveau d'un PC gamer standard, et que la Series S, elle va être en termes de puissance 2,5 fois moins puissante qu'une PS5 et 3 fois moins puissante qu'une Series X.
Ce qui est important de savoir, en fait, c'est que si vous voulez sortir sur Xbox Series, vous êtes obligé de supporter la Series S et la Series X. Microsoft ne vous autorisera pas à sortir sur Xbox Series si vous ne supportez pas les deux. Donc, en fait, ça vous met déjà une première contrainte en termes de puissance. Si on parle de la Switch maintenant, une Switch, c'est 10 à 15 fois moins puissant qu'une Gen 9, donc Series PS5. Et en termes de puissance de calcul, et vous avez 4 fois moins de RAM disponible en fait que sur les Gen 9. Donc ça vous donne un petit peu une overview du scope avec lequel vous allez devoir composer en fait en fonction des marchés que vous avez ciblés. Alors, troisième point, c'est au niveau des process, c'est en fait du temps que ça prend pour sortir sur console. L'idée, c'est de souligner qu'effectivement, aujourd'hui, pour sortir son jeu sur Steam, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont fait, c'est assez simple. Sortir sur GS, c'est aussi assez simple. Par contre, sur console, effectivement, il y a des process qui sont un peu plus longs. Et en fait, par moments, ça peut être compliqué, mais globalement, ça demande juste du temps pour pouvoir les mettre en place de manière à devenir en fait officiel. Il ne se passe rien dans les discussions avec les consoles si vous n'êtes pas officiel développeur ou officiel publisher. Et en fait, il faut passer toutes les démarches, avoir une société qui est enregistrée, pouvoir proposer un concept de jeu. Ensuite, vous avez besoin de commander des kits, de les payer. Et effectivement, après, il y a toute la partie dont vous avez sûrement entendu parler, ou vous connaissez bien, sur la partie TRC, XR, load-check, qui sont les requirements qui doivent être supportés pour pouvoir sortir son jeu. L'idée ici, c'est de dire encore une fois, et on va revenir souvent sur cette presse, c'est de pouvoir démarrer en fait ces démarches super tôt, de manière à ne pas être contraint dans le temps. Ça arrive très fréquemment en fait. Si on lance les choses un peu en se disant là c'est le bon moment de le lancer et qu'en fait il y a des grains de sable dans le rouage, tout de suite ça peut devenir compliqué et impacter le temps de dev qui était prévu sur cette plateforme-là. C'est du vécu. Après, le point à souligner, c'est aussi que entre le moment où son jeu est fini et le moment où il va pouvoir sortir, il va se passer environ 2 mois si vous êtes en digital, plus si vous avez prévu de faire du retail. Mais en fait, il y a à peu près 2 mois, c'est le temps conseillé généralement pour une fois que le jeu est fini, qu'il est débugué, qu'il est localisé, qu'il est nickel. En fait, en gros, il peut sortir. Il va se passer à peu près 2 mois pour gérer les certifications et toutes les opérations en fait pour pouvoir sortir sur console. Donc, encore une fois, c'est des périodes où il faut pouvoir mettre tout ça en place. Alors des fois, ça peut être plus court, mais l'idée, on sait que côté marketing, par exemple, et au niveau des annonces, l'idée, c'est pouvoir avoir un planning qui tient la route. Et donc, idéalement, c'est de prévoir un temps suffisant qui va permettre de pouvoir faire des erreurs, de pouvoir corriger, en fait, et de pouvoir sortir dans des bonnes conditions. Et avant ces 2 mois de certification, il y a aussi tous les temps de tests, qui vont être les tests de fonctionnalité pour s'assurer que le jeu marche bien. C'est important. Tout ce qui est compliance, donc en fait c'est la vérification de tous les TRC qui ont été implémentés, de tous les messages. Et il y a aussi la partie localisation. Il faut faire une vérification sur ce qu'on appelle la terminologie, la manière d'appeler une console, un système, ou c'est ça, c'est console et système. Le nom des vibrations, c'est pas la même chose d'une console à une autre. Donc il faut pouvoir le vérifier et être sûr que tout est bien. Et le dernier point là-dessus, au niveau de la prise en compte des process longs, c'est de se dire que même si son process est bien organisé, en fait, tant que c'est pas validé, c'est pas validé. Et tant que c'est pas validé, on peut pas sortir. Et donc du coup, faire attention aussi au niveau des annonces market, à la fois en termes de features, mais surtout au niveau de la date de sortie. Et donc de pas se lancer sur l'annonce d'une date de sortie exacte trop tôt, si on n'est pas sûr que son planning tient la route et qu'on va être certifié. Moi, je vais vous parler, donc, point numéro 4, de tout ce qui est anticipation aussi sur les aspects techniques au niveau du portage. Nous, on conseille à tous les studios d'être capables de prendre de l'avance en fait sur les versions console le plus tôt possible dans le projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, prendre de l'avance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste prendre la version PC, shooter une première version console, même si on la dégrade, et puis être capable de faire un petit coup de profiling CPU, GPU, mémoire, memory leak, histoire de voir en fait où on est.
de combien on a été obligé de dégrader pour arriver à faire rentrer en fait le jeu sur la console, et d'être capable de définir finalement ce qu'on appelle les target specs, donc quelle résolution on vise, quel framerate, sur quelle console. Est-ce qu'on vise du 30 constant, du 60 constant sur Series S? Est-ce que on vise de la 4K, du Full HD? Donc ça, c'est des choses en fait que vous allez définir à un certain moment dans le projet. Et ce qui est important de bien prendre conscience, en fait, c'est que les consoles, elles ont un hardware qui est fixe. Donc, ça veut dire qu'en fait, si vous démarrez votre jeu, on va dire aujourd'hui, vous avez un hardware fixe sur PS5 et Series, et en fait, le parc PC, il va continuer en fait à progresser en termes de puissance. Et l'erreur qu'on voit bien souvent, c'est que finalement, à un moment donné, on se dit, tiens, ça rentre, et puis on continue d'itérer en fait pendant 1 an, 2 ans. Et au bout d'un moment, en fait, ce qui rentrait il y a 2 ans, ça rentre plus aujourd'hui parce que la puissance sur PC elle a augmenté, puis la puissance sur console est restée constante, quoi. Moi, ce que je conseille aussi souvent, c'est de prévoir symétrique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dès le début du projet, vous allez vous dire, voilà, je vais avoir tant de polygones, tant de millisecondes dédiés dans le rendu au shadow, au rendu normal, au post-FX, au VFX, etc. Et je vais essayer finalement d'avoir des blocs de temps qui vont être définis et dans lesquels on va essayer de rentrer en fait en profilant tout au long de la prod. On dit ça souvent parce que pareil, le gros problème, c'est que vous allez vous mettre des targets sur une plateforme, et puis derrière, c'est quand vous allez arriver sur les petites plateformes que finalement ça va pas rentrer et que vous allez être obligé de cuter du contenu, quoi. Et en fait, ce qu'on recommande, c'est de mettre en place des outils, en fait, des outils qui vont vous permettre de profiler ça tout au long de la prod, histoire de ne pas arriver en fait en fin de prod et puis avoir à cuter 30% du contenu parce que vous n'aviez pas anticipé pendant la prod, quoi. Donc au niveau des outils, les outils, c'est outils de source control, hein, forcément, pour être capable de travailler à plusieurs, de travailler à plusieurs dans le studio ou à plusieurs avec des partenaires externes, d'être capable de faire des diffs, de remonter sur des versions qui se sont à un moment dégradées, et pouvoir faire de la dichotomie pour retrouver pourquoi, de la CI/CD. CI/CD, pourquoi? Pour être capable de générer des builds de manière nightly, de telle sorte à pouvoir passer un certain nombre de tests sur les versions. Nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met en place un process de CI/CD, et en plus de générer les builds, on va avoir tout un tas d'outils en fait qu'on va passer sur la build pour être capable de vérifier si on a régressé en termes de consommation de mémoire, en termes de memory leak, en termes de framerate à certains endroits dans le jeu. Donc, on va poser des caméras qui vont être fixées en fait à des endroits où on sait que potentiellement on peut avoir des problèmes de framerate ou de mémoire, et on va monitorer ça en fait tout au long de la prod, et on va être capable de réagir super rapidement en cours de prod plutôt que d'attendre la bêta, et puis finalement de se dire ok, il y a un certain pourcentage des assets qui rentrent pas en mémoire, donc du coup on va cutter, quoi. Tout ce qui est backup, ça me semble évident. Les outils de télémétrie aussi, pareil, c'est super important de savoir, alors que vous soyez dès l'early access, la démo, ou sur une version shippée, de savoir qui sont vos joueurs, comment ils évoluent dans le jeu, où est-ce qu'ils bloquent, quels sont les configs PC, de savoir en fait, de savoir comment votre jeu est utilisé, par qui, où, quand, sur quel serveur, quelle bande passante les gens ils ont, enfin voilà. Et puis tout ce qui est lié à des outils de reporting de bugs, enfin je pense à Mantis, Jira, etc., qui vont vous permettre finalement de monitorer les versions, de monitorer, enfin de monter des tickets en fait dès que vous avez des soucis sur une build, et puis de savoir repérer en fait à partir de quand les soucis sont arrivés.
Donc là-dessus, bien réfléchir à la politique d'utilisation des branches. Je pense qu'il y a des développeurs ici. Les branches, c'est super en fait, hein, mais c'est pas magique en fait. Je veux dire par là que les branches en C++, ça marche bien, les branches en Blueprint, ça marche un peu moins bien. Et en fait, le fait d'utiliser des branches, c'est cool parce que ça permet de stabiliser des versions, de stabiliser des features, etc. Mais ça veut dire que ça implique des temps de merge. Et les temps de merge, en fait, quand vous êtes 2, 3, 4 personnes, ça va. Quand vous commencez à être 30, 40, ça commence à être un peu plus compliqué. Et puis quand on arrive sur des gros studios à 2, 300, 500 personnes, en fait, sur la code base, là, on commence à mettre en place des politiques d'utilisation des merges en disant, tiens, le lundi, entre 9h et 10h, ça va être ces mecs-là qui vont faire les merges. Après, de 10h à 11h, ça va être les autres. Quand ils n'ont pas fini, du coup, ça bouscule tout. Et au final, c'est plus de la perte de temps qu'autre chose. Donc, bien réfléchir à ça aussi, et pas juste faire des branches pour faire des branches, quoi. Et puis après, le dernier point, c'est du bon sens, mais organiser les fichiers dans le projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous allez faire vos versions console, vous allez sans cesse être en train de faire des arbitrages, arbitrage mémoire, arbitrage framerate, arbitrage qualité. Et en fait, vous avez un espèce de triptyque dans lequel vous allez jouer en fait pour tout faire rentrer à un niveau de qualité qui est satisfaisant. Et en fait, pour faire ça, vous allez optimiser des types d'assets, des types de textures, des types de mesh, des distances de load, des choses comme ça. Et finalement, la convention de nommage à l'intérieur de vos projets, elle va être super importante pour être capable d'isoler en fait très rapidement des blocs de données que vous allez optimiser de manière automatisée en fait en fonction des sémantiques d'objets que vous manipulez. Le trio gagnant en fait, c'est framerate, temps de chargement, mémoire sur les consoles. On a d'une part tout ce qui est lié à la compliance, on en parlera un petit peu après. Mais en fait, une fois que vous avez réglé les problèmes de compliance, il va vous rester en fait toutes ces choses-là. Donc le framerate, vous allez avoir à faire des optimisations spécifiques pour les consoles, donc à arbitrer sans cesse, comme je disais, la qualité graphique versus les FPS, la mémoire, etc. Les temps de chargement, c'est éviter tout ce qui est référencement d'assets en dur, les hard ref en fait, puisque bien souvent, quand vous n'avez pas fait attention à ça pendant le dev, on se retrouve à récupérer des jeux finalement où quand on arrive dans le main menu, on a quasiment la totalité de toutes les assets sans mémoire, puisque finalement tout référence tout, et on a une espèce de graphe qui s'auto-référence. Et en fait, il y a un gros boulot pour casser toutes les références en fait pour arriver au bon moment avec juste les ressources dont on a besoin, plutôt que de tout avoir, quoi. Une fois que vous avez fait ce boulot-là, des fois ça rentre toujours pas. Donc après, effectivement, ça va être les questions, elles vont se poser sur l'implémentation du streaming. Qu'est-ce que vous allez streamer, quels assets vous allez prioriser de telle sorte à ce que vous puissiez rentrer dans le jeu, même si vous n'avez pas les assets de qualité finale qui vont arriver en fait par la suite. Et puis régler vos distances pour éviter que ça pop, etc., quoi. Et au niveau de la mémoire. En fait, la mémoire, ça va être un gros processus récurrent en fait. Donc, dans un premier temps, c'est effectivement optimisé pour arriver à lancer les maps. Mais surtout, ce qui va être super important, c'est la stabilité, en fait, parce qu'il y a des choses que vous n'allez pas voir à première vue finalement, mais votre jeu, il va planter au bout d'une heure, au bout d'une heure et demie. Et en fait, pourquoi ? Parce que vous allouez de la mémoire et puis vous oubliez de la libérer et puis finalement ça s'empile jusqu'à ce que finalement ça explose la mémoire dispo. Sur PC, ça va commencer à gratter, donc en fait vous allez avoir de la mémoire qui va venir se mettre un petit peu sur vos disques durs et puis qui va être utilisée en fait comme si ça streamait, quoi. Et puis sur console, ça va juste cracher, quoi. Et un crash, c'est un fail de soumission, quoi. Alors la grosse question, c'est la question du portage en fait entre le fait de les gérer en interne ou en externe.
Et c'est toujours une question qui se pose, et c'est une question il n'y a pas forcément de réponse, ça dépend vraiment du projet. Le premier point, en fait, c'est de considérer en fait, l'expérience du studio. Si vous avez le studio est déjà shippé sur console ou que dans les équipes, il y a pas mal de monde qui a déjà géré le portage console, c'est plus simple de l'envisager en fait, en interne. Il y a la prise en compte en fait, du planning de prod, forcément en fonction du temps qu'il est possible de passer sur les consoles. La composition des équipes, forcément. C'est-à-dire que le fait d'avoir aujourd'hui un prog, par exemple, principal, qui va gérer à la fois les aspects moteur, gameplay et les consoles, quand on va arriver en fin de développement, ça va devenir compliqué d'arbitrer en fait, entre corriger les TRC ou continuer d'améliorer son gameplay. Et donc, effectivement, c'est le point des priorités gameplay versus compliance. Donc c'est vrai que si on a une petite équipe, ça peut être conseillé d'aller voir des équipes externes. Alors il n'y a pas de prise forcément d'XP, mais quand même un petit peu en fait sur tous les process qui sont mis en place. Et ça permet de se faire une première expérience qui est un peu plus facile. Mais surtout, ça permet en fait de pouvoir au niveau de l'équipe se concentrer sur l'expérience de jeu, l'expérience gameplay, et finalement c'est ce que les joueurs vont retenir. Finalement, eux, ce qu'ils veulent, c'est que le jeu il puisse sortir sur PC, sur console, et en fait la qualité du jeu ne sera pas sur la qualité d'implémentation des TRC. Mais voilà, après il y a plein de studios qui aiment bien les gérer, et quand les équipes savent le faire, ont le temps de le faire, c'est aussi une très bonne chose. Et le dernier point, c'est effectivement de pouvoir trouver la bonne orga, que ce soit en interne ou avec un partenaire externe, pour pouvoir en fait gérer. Ça rejoint ce que disait Sylvain juste avant, c'est savoir gérer en fait plusieurs équipes sur les builds, ou gérer à la fois en fait son développement PC et console sans que l'une vienne gêner l'autre. Un point qui me semble super important aussi, c'est de se préoccuper du rendu sur toutes les plateformes. Souvent, on a tendance à regarder le rendu sur les plateformes high-end et puis se dire, voilà, enfin, si vous targetez la Switch, dire la Switch, on la fera à la fin. Ça, généralement, ça marche pas. C'est quand on arrive à la fin, finalement, on kill la Switch si on n'a pas regardé trop tôt. Donc, un, il faut supporter la console, mais deux, il faut surtout essayer de se préoccuper finalement d'avoir un rendu, même s'il n'est pas au niveau des Gen 9, un rendu qui fasse pas rougir en fait quand on va voir les screenshots qui vont sortir dans la presse, quoi. Donc ça va passer par des petites choses, mais bien souvent en fait faire une passe de T-carte dès qu'on a fini la bêta. Sur les versions low-end pour essayer de tweaker le rendu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa. Ça fait une grosse différence. Là, on a pris le cas de Rooftop Analyse. Donc c'est un jeu en fait qui va sortir bientôt. Qu'on va bientôt annoncer, sur lequel on a fait tout le portage PC console. Ce que vous voyez en bas, en fait, c'est la version Switch avant, après la passe de T-carte. En fait, la première version sur la gauche, c'est out of the box, en fait. Et là, on avait la chance qu'effectivement, on n'a pas eu énormément d'optim performance à faire sur ce titre. Mais par contre, la version qui sort out of the box, elle ressemble à ça. Et en fait, on pourrait très bien se dire, au niveau du gameplay, c'est jouable, ça fonctionne, ça tourne à 60. On peut sortir le jeu comme ça. Et puis après, on se dit, ok, mais on va remettre un peu de T-carte en fait pendant quelques semaines dessus. Et finalement, on arrive à la version qui est à droite. Donc, pour ça, on a fait quoi? On a réglé des loads au niveau des mèches, au niveau des textures. On a fait un travail sur les ombres, régler les distances de switch, des split shadow maps, travailler sur les filtrages, améliorer un petit peu les shaders. Et puis trouver toujours pareil le meilleur ratio qu'on peut avoir entre le rendu, les performances et puis la qualité qu'on essaie de targeter, quoi. Et ce boulot-là, en fait, c'est juste quelques jours de boulot, hein. C'est pas plusieurs mois. C'était vraiment prendre la version, mettre la ressource en fait T-carte disponible sur le projet. Et en fait, en 2 jours, je crois qu'on a eu ce changement de rendu qui fait une grosse différence pour les joueurs. Pour un T-carte expérimenté qui a déjà fait du portage.
Oui, donc ensuite on voulait parler en fait des features un petit peu et de la complexité de portage qui va être forcément liée en fait à son style de jeu et en fait au choix de certaines features. Alors forcément rien n'est impossible, on peut tout je pense porter sur console. Après il faut voir le résultat, il faut voir surtout le temps que ça va demander. Mais en fait c'est d'imaginer que certaines features sont beaucoup plus compliquées à porter que d'autres. Je prendrais par exemple l'exemple du crossplay. Si on a un jeu qui est multi et on va se dire mais en fait c'est quand même assez cool que les joueurs puissent jouer ensemble. Si son jeu il est uniquement multijoueur, on va se dire en fait si je fais un peu de vente sur PC et sur console, je vais avoir plus de joueurs forcément si mon jeu est crossplay. Mais effectivement ça doit complètement s'anticiper à la fois en termes d'intégration forcément parce que ça prend plus de temps de valide auprès des consoliers, mais en plus ça va tout impacter le planning de certification et de push des updates. Si vous avez des versions qui sont donc séparées sur PC et console, vous pouvez continuer à pusher des updates sur Steam un peu quand vous le voulez, faire des updates et puis en fait au bout de quelques updates techniques, venir les pusher sur console sans avoir de contraintes de timing. Si vous êtes crossplay, il faut que tout sorte en même temps. Et ça, c'est une contrainte supplémentaire dans le projet. Ça se fait, on a fait des projets comme ça et en fait, le projet le nécessitait, donc il y avait vraiment besoin de le faire et ça valait le coup de mettre tout ça en place. Mais c'est vrai que si c'est pas nécessaire, sur d'autres projets, ça peut être recommandé de se dire une feature comme celle-là ou comme les autres, finalement, c'est peut-être des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être là au niveau du launch. Et une fois que le projet est bien stabilisé, que les versions sont clean, que les joueurs jouent bien, que ça marche bien, en fait, c'est de rajouter des features qui arrivent après. Les joueurs apprécient aussi le fait de pouvoir faire du post-launch avec l'ajout de features cool. La progressivité, on a souvent tendance à dire au studio la progressivité c'est vraiment un facteur clé de réussite. Donc je me répète un petit peu, mais commencer le portage le plus tôt possible, ça c'est vraiment s'il faut retenir une chose, c'est celle-là. Gérer progressivement tout ce qui est debug, optim, monitoring des métriques qu'on a définies à la base en fonction de ces target specs. Et c'est vraiment important d'avoir cette vision-là en fait tout au long de la prod pour éviter de cutter à la fin, quoi. Et puis prendre du recul, faire des points réguliers, prendre du recul sur l'état des versions console en permanence en fait. Et ça, vous le faites soit en interne, soit vous prenez un prestat qui va vous faire ça une fois tous les 3 mois en fait, et puis qui va vous reporter l'état des versions console à un instant T, quoi. Ouais, l'idée au niveau de la prise de recul, c'est aussi de pouvoir regarder le projet en fait et de se replonger un petit peu. Quand vous avancez sur les versions, alors que ce soit PC ou console, c'est toujours conseillé d'avoir des étapes clés à laquelle vous avez un peu de monde qui vient pour regarder la version et en fait se poser la question de est-ce qu'on est bien, est-ce que c'est bien l'expérience de jeu qu'on voulait proposer. C'est valable sur PC, mais encore plus sur console parce qu'effectivement sur console on va avoir la tentation de prioriser en fait le fait de se dire le jeu il tourne. Il crache pas, il est fluide et finalement les points comme le point de rendu dont on parlait tout à l'heure ou le fait de se dire certains jeux par exemple en termes de framerate sont très bien à jouer à 30 fps, ça passe super bien, puis d'autres en fait l'expérience de jeu est pas bonne et donc du coup il va falloir l'adapter. Donc c'est bien toujours d'avoir ces prises de recul en fait pour confirmer la suite du développement et pouvoir mettre en place ce qui doit être mis en place. L'autre point dont on voulait parler, c'est effectivement, ça rejoint encore une fois un peu les aspects market, mais c'est valable aussi sur PC. Mais c'est vrai que le fait de prévoir dans son plan des démos, de dire que son jeu, on veut le mettre en pré-order ou même en early access, il y a aussi l'early access qui est possible sur console, c'est des choses qui doivent s'anticiper parce que c'est des versions supplémentaires. Et si c'est sur console, il va falloir passer des approvals pour pouvoir les sortir. Et donc tout ça, ça prend du temps. Donc l'idée, c'est pas de découvrir ces choses-là à la fin, mais de pouvoir les anticiper dans le plan de dev, de manière à ce que ça soit mieux contrôlé. Sur les consoles, il est possible en fait de faire aussi des pré-certifications. Et les pré-certifications, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un premier feedback des consoliers sur les TRC, sur des retours sur le jeu. Et quand la version envoyée en pré-cert est suffisamment propre et avancée, ça permet d'avoir des retours des fois sur des petites choses qu'on n'a pas forcément testées. Et donc ça donne un peu un feedback pour savoir si on est prêt à partir en cert ou pas. Alors ça prend du temps, mais si on peut le prendre, c'est quand même intéressant.
Et l'autre point, niveau progressivité, c'est aussi de se dire que au niveau du jeu, des fois, on peut diminuer un petit peu les risques. Donc là-dessus, il y a deux approches au niveau des certifications. C'est soit partir en fait le plus tôt possible en certification, c'est-à-dire en gros essayer de friser une version de son jeu qui est, on va dire, qui est peut-être pas ouais, qui est features complete, mais qui tourne bien, et du coup en fait on essaie de se faire certifier. Et ensuite, on va rajouter en fait via du patch day one ou alors post-launch, on vient rajouter en fait soit du contenu, soit des fonctionnalités, soit même des langues par exemple. On peut failer des certifications parce que les langues sont pas bien implémentées. Le système de DLC par exemple, on peut aussi se le rajouter après, une fois que son jeu est validé. Ou même rajouter des features complexes comme on parlait tout à l'heure, comme le crossplay ou même d'autres choses. Je pense que sur les jeux PC, on voit que de plus en plus les jeux sortent et puis en fait continuent de vivre après la sortie. Et c'est cool pour les joueurs aiment bien. Sur console, ça peut passer de la même manière. Et une fois que son jeu est approuvé, finalement, les temps de certification pour des title updates sont beaucoup plus rapides. Et voilà. Et ça change pas mal les choses. Après, c'est vrai qu'il y a deux stratégies en termes de cert. Il y en a une qui va se dire, ok, dès que mon jeu a un minimum complet, j'envoie en cert et puis je verrai bien les retours. Et en fait, j'utilise les certs comme des labs de test. Si vous êtes un gros studio et que vous avez de l'expérience et des bonnes relations avec le consolier, ça peut se gérer de cette manière-là. Par contre, si vous n'êtes pas forcément connu, moi je privilégie souvent le fait d'essayer de faire les choses bien pour avoir des bonnes relations avec les consoliers, parce que vous pouvez vous retrouver bloqué en fait pour une question de TRC en fin de projet, et peut-être quelque chose sur lequel en fait c'est pas mauvais pour les joueurs, ça impacte pas forcément le jeu, mais ça respecte pas forcément le TRC. Et le fait d'avoir fait les choses bien avant, d'avoir envoyé des versions propres, d'avoir fait les bonnes démarches avant avec les consoliers, ça va permettre de pouvoir mieux négocier peut-être un waiver, donc le fait de dire ok, il y a cet RC qui n'est pas respecté, mais mon jeu va pouvoir sortir quand même et je vais pouvoir le corriger. C'est une faveur un peu que fait le consolier, et ça c'est important. Donc moi je privilégie plutôt le fait de faire les choses clean et bien avant de partir en cert. Point numéro 11. Ouais, on n'a pas encore optimisé en fait, hein, donc du coup on est en 12 points au lieu de 10. Voilà, on en a fait un petit peu parce qu'en fait, voilà, on avait un peu plus, donc on s'est dit on va quand même les aborder. Et donc là, le point, c'est de travailler effectivement le PNL. Alors ça paraît un peu basique, c'est un peu comme le pad au début, mais en fait, on considère en fait en global que le marché console, c'est à peu près l'équivalent du marché PC. Après, ça va dépendre des styles de jeu ou de pas mal de choses différentes, mais en fait, en moyenne, si vous avez prévu de faire un certain nombre de ventes sur PC, vous pouvez vous dire que sur console, vous allez faire à peu près le même volume. Donc, des fois, ça permet quand même vraiment de dérisquer en fait son projet. Si vous avez des coûts de développement où c'est un peu limite au niveau du PNL PC, le fait de rajouter en fait du coût de développement ou un peu de temps en fait pour faire les versions console, des fois, ça permet quand même vraiment de dérisquer son projet. Même sur des jeux, nous on l'a vu, même sur des jeux qui n'étaient pas forcément le primary genre sur console. En fait, le fait de sortir soit une seule plateforme, soit sur certains jeux, ça a été de la Switch en disant en fait on va toucher une audience et en fait il faut le faire. Le portage Switch il coûtait pas très cher. En fait, ça a vraiment dérisqué le projet. Et dans d'autres cas, c'est juste de sortir sur PS5, Xbox, d'adapter son gameplay, de faire les choses bien. Et en fait, ça vient faire des ventes supplémentaires et donc ça vient améliorer en fait les revenus et donc l'équilibre investissement-revenu. Forcément, le coût de portage en fait va être variable en fonction du type de jeu, de savoir si votre version principale demande énormément d'optimisation ou s'il y a des features qui sont compliquées. Mais ça s'étudie en fait en amont. Et donc effectivement tout ça pour estimer le coût de portage et les revenus. Et je dirais effectivement, je n'en ai pas parlé, mais côté, il y a deux points aussi sur le fait de sortir son jeu sur console qui sont quand même intéressants à prendre en compte. C'est le fait que si vous faites les choses correctement, vous avez moyen d'avoir votre communication qui est relayée par les first parties. Ça veut dire que au-delà, quand vous balancez une vidéo d'annonce sur votre jeu, en fait, vous pouvez avoir cette vidéo-là. Si vous êtes déjà officiel, si vous avez déjà fait toutes les étapes et que votre vidéo est validée,
Vous pouvez avoir un relais en fait sur les channels PlayStation, Microsoft et Nintendo. Et ça, c'est quand même une audience super large. Et le dernier point, c'est que c'est possible d'avoir des deals. Alors c'est possible d'avoir des deals aussi sur PC, mais c'est possible d'avoir des deals aussi sur console. Et si le jeu rencontre un succès auprès des joueurs ou un succès de vente, en fait, il y a toujours des moyens de négocier, de faire vivre son jeu plus longtemps et d'en tirer plus de revenus. Un truc aussi important, c'est que finalement, toutes les optimisations que vous allez faire pour les consoles low-end, on l'a vu, les optimisations qu'on a fait sur Rooftop, là, sur la Switch, en fait, ça va bénéficier aux versions PC. Pourquoi ? Parce que finalement, quand vous allez sortir sur PC, vous allez avoir un range de PC de low-end à high-end qui est très important. Et toutes les optimisations que vous allez apporter sur les consoles low-end, finalement, elles vont vous permettre d'étendre votre marché, en fait, au niveau du PC, et de supporter beaucoup plus de machines en fait qui avant de faire les optimes n'auraient pas pu faire tourner le jeu, quoi. Par ailleurs, tout ce qui est tous les retours de QA console, en fait, vous allez faire énormément de tests sur console qui sont pas forcément imposés sur PC. Donc ça va vous stabiliser le jeu, ça va vous améliorer la qualité. Va y avoir toute une passe qui va être faite sur la LQA, sur les langues, sur les terminologies, etc., etc. Et tout ça va contribuer finalement à améliorer la version et élargir le parc, quoi. Le temps de CERT, on considère que c'est grosso modo 2 à 4 mois en fonction du jeu. Ça va vous permettre, le temps que vous êtes en train de faire passer vos versions sur console, de faire les derniers ajustements avant la release sur PC, de faire des playtests, de récupérer les avis de vos joueurs, en fait, et puis de faire deux, trois passes d'itération pendant cette période-là qui vont vous permettre d'améliorer les quelques petits trucs, en fait, qui font que vos joueurs ils disent ça aurait pu être bien, mais bon, s'il y avait eu ce truc-là en plus, ça aurait été cool. De faire du polish et puis préparer le post-launch dans des bonnes conditions, en fait. Et en fait, on aurait beaucoup plus de points et puis on pourrait parler pendant des heures, mais du coup, je pense qu'on peut aborder soit certains de ces points-là, soit d'autres points en fait à travers les questions. C'est pour moi ça. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous diriez on a peut-être dans la salle des devs qui ont des succès wishlist sur PC, et à quel moment, et parfois quand tu es solo ou avec une équipe de quelques personnes, la console ça peut sembler très loin et très compliqué. À quel moment en fait tu dois te dire tiens, en fait je devrais peut-être penser à la console, sachant que moi j'ai rien pris en compte dans mon développement, j'ai jamais pensé à la console, et à quel moment je switch mon mindset et je commence à contacter des gens pour penser console. Du coup c'est pour Luc. Enfin non, ça pourrait être pour nous deux. Merci pour cette question, très intéressante. Ce qu'on recommande en fait assez souvent, c'est de commencer ça le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'au moment où on se pose la question, c'est souvent le bon moment d'aller regarder en fait si on peut faire de la console. Ça ne veut pas dire commencer directement le portage sur console. Ça veut dire, ça rejoint un des points en fait qu'on a listé, qui est le fait d'anticiper. Et on en parlait tout à l'heure avec certains, mais à partir du moment où vous dites que votre jeu il a un intérêt en fait à sortir sur console, ça vaut le coup de commencer à regarder en fait c'est quoi le coût de mon portage sur console. Et je parle pas juste du coût financier. Je parle en fait de est-ce que déjà mon jeu peut tourner sur console en termes de perf, mais aussi est-ce que si je veux sortir sur console, est-ce que les versions console sont suffisamment bonnes, ou est-ce que je dois adapter certaines features de mon gameplay ou certains aspects de mon jeu en fait pour qu'ils puissent tourner. Ce qu'on dit souvent, c'est que
un jeu par exemple qui va être en fin de pré-prod et qui a une vertical slide, et la vertical slice va être déjà représentatif en fait des performances du jeu, de l'expérience de jeu, bah, ça peut être le bon moment en fait pour commencer à faire un premier test pour faire tourner ces jeux, ces versions sur les différentes consoles, et ça va donner une première vue en fait de ce qui est OK, ça sera la roadmap en fait de portage classique, et ces points-là vont être compliqués. Alors sur un jeu, ça va être les points compliqués, ça va être la mémoire, sur d'autres ça va être l'optime, sur d'autres ça va être les features un peu spécifiques. Mais l'idée c'est de se dire que beaucoup de studios font le choix de se dire en fin de projet, à partir du moment où on est avancé entre alpha et bêta au proche de la sortie, de se dire ok, bah maintenant que c'est fait, ou même après la sortie, je vais mettre mon jeu sur console. Ça peut très bien se passer comme ça. Le conseil c'est plutôt de commencer ça tôt, de manière à anticiper. Et en fait, si effectivement on sait que on a défini ses budgets au niveau tech et on sait ce que va demander le portage, ben comme ça on le commence en fait au bon moment. Et en fait on fait des choix plutôt que de les subir. Ça répond à la question ? Merci pour la présentation déjà. Pour vous, est-ce que c'est plus une question commerciale? Pour vous, à quel moment est-ce que c'est intéressant d'aller porter son jeu sur des consoles et est-ce que pour vous c'est pertinent pour n'importe quel jeu d'être porté, ou vous allez dire bah là non, ce sera pas intéressant, le marché sera pas intéressé par votre jeu spécifiquement, vous restiez plutôt sur PC, ou voilà, est-ce que vous avez un peu des critères là-dessus sur quand est-ce que c'est pertinent de sortir son jeu sur console? Bah, en fait, c'est là que ça rejoint un petit peu le point sur le PNL, quoi. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir quels sont les joueurs que vous targetez, quels sont les efforts en fait qui vont être nécessaires pour adapter le jeu sur PC. Évidemment, si vous faites un Command & Conquer avec 150 000 menus qui sont pas adaptés pour le pad, il va falloir refaire tout le jeu. Donc c'est là qu'il va falloir se poser la question déjà, est-ce que vous avez des joueurs sur console, est-ce que ce jeu spécifiquement en fait une fois adapté sur console il va avoir une audience tout simplement, et puis quel est le coût pour l'adapter, quoi. Donc il est jamais trop tard pour faire un PNL, hein, en fait, hein. Il y a des gens qui sont spécialisés sur ça en fait, qui vont être capables de vous accompagner et qui vont être capables en fonction du type de jeu, en fonction des métriques que vous avez éventuellement sur un early access, sur une démo ou sur un jeu qui est déjà sorti, qui vont être capables de vous projeter le budget, enfin le budget de portage d'un côté, les éventuels revenus que vous allez faire sur les différents canaux, et puis qui vont être capables de vous donner les bons chiffres pour faire l'arbitrage, quoi. Et je rajouterai un point, en fait, c'est lié à la communication. Le bon moment pour sortir son jeu, en fait, c'est au moment où son jeu sort. On voit qu'aujourd'hui, sur des jeux, il y a plusieurs sorties. En fait, il peut y avoir des démos, il peut y avoir des early access, et il y a la sortie un peu V1. Et en fait, c'est d'essayer de faire une seule sortie pour son jeu. C'est ce qu'on essaie de couvrir un peu par ces points-là. En fait, il y a plein de styles de jeux différents. Il y a plein de genres, et en fait les joueurs ils aiment un style, un genre, un univers, et en fait aujourd'hui l'idée c'est de dire cette expérience-là, si cette audience-là elle est sur console, et donc si elle est multiplateforme, en fait autant proposer son contenu. Le plus dur c'est de faire un bon jeu, et en fait si ce jeu-là il existe, autant le sortir sur toutes les plateformes. Par contre, en fait les budgets communication, marketing sont souvent limités. Communiquer sur une sortie PC, en fait en mode mon jeu sort sur PC, et communiquer 6 mois après sur son jeu pour se dire maintenant il est disponible sur console, c'est mettre en fait 2 fois les efforts, et donc forcément on a une perte d'efficacité. Vaut mieux dans ce cas-là décaler un petit peu la sortie de sa V1 sur PC pour sortir en même temps PC et console, de manière à avoir une seule voie de communication, mettre en fait l'ensemble des ressources à ce moment-là pour faire monter en fait la hype sur le projet le plus haut possible, que les joueurs entendent parler, qu'ils ne se posent pas la question de la plateforme. Après, effectivement, il y a certains jeux où ça va être trop coûteux de sortir sur console, où ça ne se prête pas, ou simplement si certains jeux peuvent avoir rencontré leur audience sur PC, dans ce cas-là, le studio a envie de faire autre chose, c'est possible aussi. Mais si elle est sortie sur multiplateforme, c'est mieux de faire tout en même temps. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Si c'est bon pour tout le monde, je vous propose de vous arrêter là. Enfin, de nous arrêter là. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette presse. Merci aussi à toute l'organisation pour nous avoir invités, et puis à EPIC aussi pour nous avoir fait venir. Et voilà, on était ravis de partager ce moment avec vous. On espère que ces conseils seront utiles pour vous tous.